L'ex-président égyptien Hosni Moubarak a été condamné samedi à 3 années de prison pour détournement de fonds publics. Des réfugiés somaliens vivant dans les camps de Dadaab au Kenya rêvent d'Europe. Depuis 1991, ils ont été poussés à quitter leur pays pour raison de famine et de violence. La réaction tardive de la France au sujet du viol d'enfants par des soldats français a étonné vendredi le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika. Bienvenue à toutes et à tous. L'ex-président égyptien Hosni Moubarak, chassé du pouvoir par une révolte populaire en 2011, a été condamné samedi à 3 années de prison, tout comme ses 2 fils, pour avoir détourné plus de 10 millions d'euros de fonds publics. Moubarak est apparu aux côtés de ses fils Alaa et Gamal dans l'habituelle cage renfermant le banc des accusés, tous les 3 portant un costume civil, contrairement à de précédentes audiences où ils étaient vêtus d'uniformes de détenus. Notons que Hosni Moubarak est maintenu sous surveillance dans un hôpital militaire du Caire où il était auparavant détenu en raison de sa santé déficiente officiellement à 87 ans. Il n'était pas clair samedi à l'issue de l'audience si les 3 hommes seraient de nouveau arrêtés et si cette nouvelle condamnation susceptible d'appel était ou non couverte par leur détention préventive. Pierre Nkurunziza, le président burundais, a déposé officiellement vendredi sa candidature pour la présidentielle du 26 juin prochain. Une candidature controversée car dénoncée par l'opposition et critiquée par la communauté internationale, mais validée par la Cour constitutionnelle burundaise. Reportage. Le président burundais Pierre Nkurunziza a officiellement déposé vendredi sa candidature controversée à la présidentielle du 26 juin, malgré la protestation de la rue et la pression internationale croissante. En arrivant en début d'après-midi à la Commission électorale nationale indépendante à Bujumbura, le chef de l'État a promis que les manifestations, lancées il y a une dizaine de jours et devenues selon lui une insurrection, seraient maîtrisées d'ici peu. Il n'y a pas de spirale de violence, c'est ce que vous avez vu ici à Bujumbura, comparativement à ce qu'on a connu dans d'autres pays, comme ici au Burundi, même dans les moments les plus difficiles, dans les années 93, dans les années 2005 aussi, c'était grave, parce qu'on a organisé les élections en 2005, au moment où il y avait un autre mouvement qui continuait à dire que les élections ne vont pas se tenir. Pierre Nkurunziza a été le premier des prétendants déclarés à la présidentielle à déposer sa candidature selon la CENI. À la veille de la date limite de dépôt, il est arrivé, souriant, accompagné d'une trentaine de militants vêtus aux couleurs de son parti, le CNDD-FDD. Même en 2010, il y avait quelques aussi résistances pour aller au processus électoral, mais nous vous disons que chaque chose a son début et a sa fin. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, ce n'est pas comparé avec ce qu'on a vécu dans les années 93 ou en 2005. Nous disons que la situation est facilement maîtrisable et que le processus électoral va se passer en bonne et due forme. Les opposants au chef de l'État, déjà élus en 2005 et 2010, jugent un éventuel 3e mandat inconstitutionnel et contraire aux accords d'Arusha qui avaient ouvert la voie à la fin de la longue guerre civile dans ce petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Les partisans de Pierre Nkurunziza jugent la démarche parfaitement légale. Notons que, sous pression de la communauté internationale qui menace de ne plus financer le processus électoral, opposition et pouvoir ont entamé cette semaine des pourparlers informels. Vendredi matin, Bujumbura a quelques heures bruissé de rumeurs sur un accord imminent. Parmi les 350 000 réfugiés somaliens vivant dans les camps de Dadaab au Kenya, nombreux sont ceux qui rêvent d'Europe. La violence et la famine ont poussé ces Somaliens à fuir leur pays par vagues depuis 1991. La Somalie avait alors sombré dans la guerre civile. Les détails. Lorsque la journée est bonne, Salah Ahmed et sa femme enceinte, Sadio, réfugié somalien au Kenya, gagnent $2, soit 1,8 € en revendant du catch, une plante que l'on mâche pour ses effets euphorisants dans la corne de l'Afrique. Leur petit commerce, ils le tiennent dans une cahute de tôle ondulée posée le long d'une piste défoncée à Ifo, l'un des 5 camps qui forment le plus grand complexe de réfugiés au monde, Dadaab, dans le nord-est du Kenya. Une fois payé le loyer, la nourriture et les médicaments pour leurs 2 enfants,
Fario, 4 ans, et Guelel, 2 ans, il ne leur reste pratiquement rien, si ce n'est le rêve d'une vie meilleure en Europe. La vie en Europe est parfaite. Mes amis qui sont arrivés en Europe me disent au téléphone que ça se passe bien là-bas. Je les crois. Je l'ai vu à la télé. À 21 ans, Salah Ahmed est décidé. Il veut lui aussi tenter sa chance vers le nord. Comme des dizaines de milliers d'autres, à travers l'Éthiopie, le Soudan, puis la Libye, où il espère monter à bord d'une embarcation qui l'amènera vers le vieux continent. Je suis conscient des dangers d'un voyage en Europe. Soit tu as une bonne vie, soit tu meurs à essayer d'en avoir une. J'ai entendu parler de ceux qui sont morts en voyage, mais c'est un risque à prendre pour avoir une bonne vie. Selon l'Agence européenne des frontières Frontex, plus de 284 000 migrants ont tenté de gagner ainsi l'Europe en 2014, dont un tiers en provenance d'Afrique subsaharienne, comme Salah Ahmed. Plus de 7 400 venaient de Somalie, son pays d'origine. En Afrique du Sud, Graça Machel, la veuve de l'ancien président Nelson Mandela, a appelé le pays à se réveiller avant que les violences xénophobes ne se retournent contre les Sud-Africains eux-mêmes. Cette mise en garde intervient alors que le pays semble retrouver un calme relatif face à ces violences qui ont fait au moins 7 morts. Une colère, une haine autodestructrice, nourrie de frustration accumulée depuis les années d'apartheid, se manifeste actuellement contre les étrangers. Mais demain, ça ne sera plus contre les étrangers, mais contre les Sud-Africains eux-mêmes, a mis en garde Graça Machel. How do you explain to people in those conditions? Comment expliquez-vous que dans ces conditions, le Mozambique, la Zambie, l'Angola ont été très solidaires? Et alors, vous savez ce qu'ils m'ont dit? You know what they have told me? They said, but you tell us about our leaders and our cadres. How many were they? Ils disent, mais à propos de nos dirigeants et de nos cadres, combien y avait-il dans chacun de ces pays? Ont-ils ouvert leurs magasins? Vraiment? Ont-ils employé des Sud-Africains? Vous voyez, la logique de ce que nous parlons ici, pour des gens qui sont absolument démunis, ne fonctionne pas. Cette logique ne fonctionne pas. Ces violences xénophobes doivent servir d'avertissement à toute l'Afrique du Sud et à toute la région australe, a fait remarquer l'ex-première dame sud-africaine. La logique de Graça Machel voudrait que la minorité noire soit considérée non pas comme des êtres qui dérangent, mais plutôt des personnes opprimées qui ont besoin d'assistance. Those 5 millions of foreigners who are in South Africa. Ces 5 millions d'étrangers qui sont en Afrique du Sud sont poussés pour venir ici. That's why they come to sell cigarettes. That's why some of them they come to open this small business. The Somalis, the Ethiopians. Voilà pourquoi ils viennent vendre des cigarettes, ouvrir ces petites entreprises. Ces Somaliens, ces Éthiopiens. Pourquoi? Parce que nous, le mouvement de libération au pouvoir maintenant, nous avons perdu notre rêve. Nous avons perdu la vision. We lost the dream. We lost the vision. Le président Jacob Zuma en est conscient, réaffirmant qu'il faut s'attaquer aux racines du mal en Afrique du Sud elle-même. Il a cependant interpellé ses homologues africains, disant que son pays n'aurait pas pu accueillir tant d'immigrés si la situation économique et politique était meilleure chez eux. Après la libération de plusieurs victimes séquestrées par Boko Haram, l'une des femmes libérées raconte son histoire. Elle relate ici comment les faits se sont déroulés au moment où le groupe terroriste est entré dans son village. Suivez. Fanta Adamou est une ancienne prisonnière de Boko Haram. Comme les 274 autres femmes et enfants libérés des mains de Boko Haram, elle réside ici à Yalo, dans un camp où sont installées les anciennes victimes du groupe terroriste. Dans ce camp, les anciens otages du groupe djihadiste sont mis sous surveillance d'une équipe médicale qui tente de panser leurs blessures psychologiques. Des blessures dont elles ont du mal à se remettre après plusieurs mois de captivité au cours desquels elles ont été sujettes à toutes sortes d'horreurs et d'atrocités. J'étais assise dans ma maison et j'ai commencé à voir des gens s'enfuir. On a commencé à entendre des coups de feu un peu partout et je ne pouvais aller nulle part. Regardez-moi, je ne peux pas m'enfuir. Donc quand je les ai vus commencer à tuer tous ces gens, je suis restée silencieuse. Un de mes fils, il est soldat à Lagos, il a essayé de me sortir de là.
Dans le camp, les équipes présentes soignent les blessures physiques des victimes et tentent de leur apporter un soutien psychologique. Mais les traumatismes profonds demandent un travail de longue haleine et les victimes sont nombreuses. La plupart de ces femmes et enfants sursautent encore à la mention du nom du groupe terroriste. D'autres se murent dans le silence. Une première session à huis clos a réuni mercredi dernier 30 aides médicaux, assistants sociaux et psychologues expérimentés avec une partie des victimes. Précisons que plusieurs ONG étrangères sont aussi présentes pour gérer les traumatismes des enfants. Au Bénin, la police nationale vient de démanteler un réseau de voleurs de balles de coton. Les buteurs récupérés, les trafiquants venus du Burkina Faso et opérant avec quelques receleurs béninois croupissent déjà tous en prison. Plus de détails avec Yetondi Joël et Floris Dossa. 132 balles de coton-fibre. C'est la nouvelle prise des éléments de la brigade de recherche et d'investigation du commissariat central de Cotonou. Le dispositif en place dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière a une nouvelle fois porté de fruits. Outre les butins, la bande de voleurs de balles de coton en provenance de Ouagadougou avec pour destination une société béninoise n'a pu échapper à la nasse de la police nationale. Le directeur général de la police nationale, le contrôleur général de police Louis-Philippe Rondéon, a fait filer personnellement cette entreprise depuis l'origine jusqu'à destination. Et pour la petite histoire, cette cargaison a pris part un réseau de bénino-burkinabé et un indo-pakistanais a entrepris d'acheter une bonne quantité de cette cargaison et a même payé plus de 15 millions. Et lorsque nous avons été informés, le réseau a été démasqué, les voleurs maîtrisés, déférés au parquet. En attendant que tous ceux cités dans cette affaire soient interpellés et au besoin mis aux arrêts, ils sont pour l'instant 3 Burkinabés et 2 opérateurs économiques béninois placés sous mandat de dépôt. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est étonné vendredi que la France n'ait ouvert qu'en juillet 2014 une enquête sur les accusations de viol d'enfants par des soldats français en Centrafrique. Il a toutefois salué l'engagement de la France en Centrafrique via l'opération Sangaris, estimant qu'elle a sûrement permis d'éviter un génocide. Les autorités françaises ont ouvert leur enquête fin juillet 2014 après avoir été saisies d'un rapport de l'ONU transmis à la mi-juillet par un fonctionnaire du Haut-Commissariat Anders Kompass. Mais pour le Haut-Commissaire, quelqu'un au sein des forces armées françaises sur place a forcément été informé des faits avant la remise du rapport, voire quand ils se sont produits. Il ne fallait pas juste lancer des poursuites judiciaires, mais il fallait mettre en place une enquête approfondie au sein des forces armées et de savoir pourquoi ces allégations de viol n'ont pas été vérifiées plus tôt par une enquête des autorités françaises. Les abus rapportés dans le document n'étaient probablement que la pointe de l'iceberg de ce qui apparaît comme un comportement plus généralisé. 14 soldats français sont mis en cause dans cette affaire potentiellement désastreuse pour l'image de la France et de son armée en Afrique, dont certains ont été identifiés. Cette enquête, menée par le parquet de Paris, est restée secrète jusqu'à ce qu'un article du quotidien britannique The Guardian révèle l'affaire. Les témoignages des enfants sont contenus dans un rapport de l'ONU et retrace des faits commis envers un petit nombre de mineurs sur le site de l'aéroport de Mpoko à Bangui. Prétendre que mon prédécesseur ou moi-même avons tenté d'étouffer cette affaire, c'est scandaleux, tout simplement scandaleux. Pourquoi serions-nous élus en tant que commissaire pour les droits de l'homme si nous sommes capables de faire cela? Ce qui est regrettable, c'est qu'en fait, la responsabilité de cela a été presque entièrement reportée sur les Nations Unies. Le directeur des opérations du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme avait été suspendu le 17 avril pour avoir transmis à l'été 2014 ce rapport confidentiel à la France. Il a été réintégré dans ses fonctions mardi suite à un jugement d'un tribunal administratif de l'ONU. Le cadre suédois continue malgré tout de faire l'objet d'une enquête interne de l'ONU qui l'accuse d'avoir transmis un document confidentiel sans avoir pris la précaution d'enlever les noms des victimes présumées et d'avoir court-circuité ses supérieurs. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention. Au revoir.